Bonsoir, merci. Il y a 3 sujets que je n'ai pas entendu évoquer et j'aimerais bien les soumettre à vous et voir si ça vous parle un peu. Numéro 1, la migration de masse qu'a connue l'Europe et un peu la réponse politico-identitaire chrétienne de l'Europe face à ça. Numéro 2, l'extraterritorialité juridique des États-Unis. Et numéro 3, le développement des bombes nucléaires, disons, de faible et moyenne puissance. À mon avis, c'est une de vos étudiantes, parce qu'elle a l'air brillante. Hein. Je fais bien le faillot, ouais. Je fais pas mal. Hein. Ouais. Alors migration de masse, relativisons. Hein. C'est le million, un peu plus d'1 million de personnes qui ont été accueillies en Europe, dont 900 000 en Allemagne, rapporté aux migrations internationales. Je vous conseille une auteure qui est très intéressante, qui s'appelle Catherine Witold de Wenden, hein, parce qu'évidemment, vu de France ou vu d'Allemagne, ça peut apparaître comme beaucoup de monde, mais si on prend les migrations chaque année dans le monde, 1 million de personnes qui passent pour aller vite du Moyen-Orient à l'Europe, c'est peanuts par rapport aux migrations massives en Afrique, entre pays africains, entre pays pauvres, entre pays très pauvres vers des pays pauvres. N'oublions jamais que c'est quand même la Turquie qui s'est quand même pris l'essentiel de la migration. La plupart des migrants irakiens et syriens sont restés en Turquie. Donc, alors, oui, c'est pas si massif que ça. C'est pas si massif que ça. Et rappelez-vous que François Hollande n'arrivait pas à trouver il avait quand même expliqué qu'en accueillir 20 000 en France, c'était quand même un effort majeur. Et en plus, la France avait une telle réputation dans les camps de réfugiés, parce qu'aujourd'hui, évidemment, avec les téléphones, qu'il avait dû aller, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Munich pour chercher des migrants qui ne voulaient pas venir en France. Donc, non, mais c'est quand même, il faut avoir ça en tête quand même. Bon, de la même manière, comment dire, si on prend par exemple ce qui se passe en Libye, parce qu'évidemment, on pourrait parler de tout, hein, mais ce qui se passe en Libye aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'une bonne partie des Africains qui sont en Libye, n'avaient pas nécessairement la volonté de venir en Europe, mais parce que la Libye était un pays très riche, et évidemment ils sont poussés finalement à poursuivre leur périple parce que la situation en Libye est assez dramatique. Donc migration de masse, ce que vous avez dit sur une espèce de revival chrétien. Moi, mon interprétation, c'est que c'est plutôt lié, c'est un micro-phénomène, mais qui est relativement important, c'est plutôt lié au problème des chrétiens d'Orient. C'est-à-dire que c'est plutôt l'interprétation que j'en fais, c'est que c'est autour du drame qu'ont connu les chrétiens d'Orient, notamment qui ont été massacrés par Daesh, qui a fait qu'il y a eu une mobilisation des chrétiens d'Orient, donc des orthodoxes français, parce que les chrétiens d'Orient c'est des orthodoxes. Il y a eu ça. C'est plutôt ça, si vous voulez, qui s'est joué, en sachant quand même qu'en France les églises ont plutôt joué le jeu de l'accueil. Le Secours catholique a été très actif dans l'accueil des migrants. Donc c'est plutôt, à mon avis, plutôt un peu sur c'est pas si central que ça. Vous savez, faut relativiser, je pense, me semble-t-il. Je fais l'extraterritorialité. Mon voisin qui était un spécialiste des bombes nucléaires sales, des petites bombes nucléaires de poche, vous en parlez. Sur l'extraterritorialité, alors là encore, c'est pas si récent que cela. Hein, le TPI, vous savez que les Américains n'ont jamais signé l'accord sur le TPI parce qu'ils n'ont pas du tout envie que leurs soldats ou que leurs généraux se fassent embêter. Ça, c'est un des éléments. Alors là, pour le coup, je donne raison. C'est l'un des éléments de la puissance américaine. C'est-à-dire que c'est un pays qui peut, d'abord, qui peut imposer, ça n'a rien à voir, mais qui peut dire à la France ou à l'Europe, si vous commercez avec l'Iran, je vous flingue vos entreprises. Et donc, résultat des courses, Peugeot et Renault, qui étaient en train de se réimplanter en Iran, se barrent. Donc, un État fort, l'État français, État fort, ils ont la trouille. Les banques, n'en parlons pas. Donc, il y a déjà cette forme en gros, les Américains qui disent, boum, je fais ce que je veux. Et l'extraterritorialité, c'est le principe du fort au faible. C'est-à-dire que si les Américains imposent des formes d'extraterritorialité, aucun autre pays n'est en mesure de leur imposer le contraire. Et la régulation internationale, donc type ONU, la médiation internationale n'est absolument pas en mesure de l'imposer. Donc c'est un des signes que les Américains, d'une manière ou d'une autre, ont encore cette puissance-là d'imposer aux autres leur vue, sur le plan commercial, sur le plan militaire, sur le plan géopolitique avec l'Iran. Moi, la question que je pose, c'est jusqu'à quand, et à quel prix ? Et à quel prix ? Parce que ça peut se retourner aussi. Pour moi, c'est la politique de très court terme
Et c'est une politique en plus qui est d'abord très électoraliste. Hein. Trump, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, il est tout sauf religieux. Hein. Je pense que voilà, mais une capacité à tout instrumentaliser pour être réélu. Donc à court terme ça marche, ça a une efficience politique. À moyen terme, je pense que ça peut se retourner contre lui, mais surtout contre les États-Unis. Voilà. Oui, je serais d'accord sur le terme de masse. On est 500 millions en Europe. Hein. 500 millions, 1 million, 1,5 million, peut-être même 2 millions de migrants par rapport au Liban, à la Jordanie, à la Turquie évidemment. C'est extrêmement faible. Depuis 1945, les migrations, on est sur 85-90% des migrations qui se sont faites sud-sud. Sud-sud. Et y compris les années, enfin j'inclus là-dedans évidemment les années 50-60 d'appel d'air, enfin d'appel à l'immigration notamment en provenance du Maghreb de la part de pays comme la France, la Grande-Bretagne ou la Belgique, hein, 90% sud-sud. Donc c'est pas massif. Après, puisque je vais répondre de manière pas seulement entre guillemets géopolitique ou scientifique, moi je vais vous dire en tant que républicain et patriote français. Je pense, moi j'aurais été où je suis, et c'est marrant ce que vous avez rappelé, c'est vrai on s'était mis d'accord sur 60 000 migrants, en fait il y en a 30 000 qui sont venus, il y en a 15 000 qui sont collés à Calais face à l'Angleterre. Bon, donc les autres savent qu'il n'y a pas de boulot, c'est quand même assez, et par effet de miroir, entre parenthèses, par effet de miroir, on peut lier ça au choix de moins en moins français d'un certain nombre d'étudiants francophones d'Afrique à venir continuer à étudier en France. Hein. Je ne parle pas de la montée des prix, ça date d'avant cette réforme. Hein. Maintenant, ils préfèrent aller en Amérique. Donc là aussi, c'est par effet de miroir, c'est pas très positif. Ça traduit quelque chose qui n'est pas une santé économique et peut-être autre chose de morale de notre pays qui n'est quand même pas génial. Moi, en tant que républicain, je suis bien évidemment favorable à l'arrivée de dizaines de milliers de migrants. De toute façon, si je n'y étais pas favorable, je renierais la Troisième République qui a accueilli 3 de mes 4 grands-parents qui étaient des loques-dus en provenance d'Europe orientale au moment où il n'y avait plus de soldats et plus de bras en France. Bon, et on ramassait tout ce qui traînait en Europe. Bon, à commencer par les miens. Globalement, hein, la République en a fait plutôt de bons citoyens et ses petits-enfants sont relativement sages et respectueux des lois. Bien. À condition d'assumer, je le dis avec force et vigueur, d'assumer notre système républicain d'intégration. Refuser la ghettoisation, agir de manière éventuellement, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, administrativement, entre guillemets, autoritaire au sens où on interdit un phénomène donc de ghettoisation sociale et économique, ethno-religieux, que sais-je encore. On a besoin de beaucoup de bras dans ce pays. La France manque manifestement de bras, notamment dans des corps de métier manuels, ce que proposaient justement beaucoup de ces migrants-là en termes de compétences. Et moi, je suis prêt à payer plus d'impôts pour que ces gens-là puissent disposer de cours pendant de français bien évidemment, français, d'histoire, enfin de tout quoi. Une scolarisation et même des études universitaires de façon à ce qu'ils s'intègrent encore mieux et plus vite dans notre pays et en faire des bons citoyens. Si c'est pour en faire des gens qui ne seront pas heureux eux-mêmes parce qu'ils auront été mal intégrés, c'est pas la peine. Et je le dis, de toute façon j'assume tout ce que je dis, hein. Là-dessus c'est vraiment la République avec un R majuscule quoi. Donc si c'est pour faire ça, il n'y a aucun problème. Je pense, attendez, on est 67 millions quoi. Je veux dire, on va ramener plusieurs dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers de pauvres R qui demandent à venir en France. Si on les intègre bien et on a les moyens de le faire, ça fera des très bons citoyens et démographiquement c'est bon pour nous. Deuxième, alors les bombes, non, je suis ni spécialiste, moi je suis spécialiste des bombes propres, hein, s'il vous plaît. Des bombes sales moins. Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a le nucléaire tactique, c'est des bombes pas propres, aucune arme n'est propre, enfin bon. Ce sont des bombes atomiques conventionnelles, sauf que elles ont une capacité de destruction beaucoup plus faible que les bombes nucléaires, on va dire classiques, et a fortiori thermonucléaires. Donc ça fait, pardon, c'est pas joli, mais enfin je le dis, c'est techniquement de tout petits Hiroshima. C'est-à-dire que c'est une manière de conventionnaliser quelque part l'atome. C'est-à-dire que ça fait quand même très très peur. C'est dissuasif potentiellement parce qu'on peut en avoir beaucoup, okay, et on n'a pas besoin d'envoyer des centaines de chasseurs bombardiers façon 42, mais ça reste malgré tout de l'atome. Alors ça, on est en train de le développer. Beaucoup d'États, enfin un certain nombre d'États sont en train d'en développer, pas tant que ça heureusement. Après, si ce que vous appelez ou ce qu'on appelle parfois, mais il y a une petite confusion sémantique, ça c'est des groupes terroristes
terroristes ou parfois des États qui n'ont pas les moyens de se doter d'armes atomiques, alors à ce moment-là, ils emploient des obus à uranium appauvris, voire, enfin, je ne vais pas dire pire, voire autre chose. Assad qui utilise crânement des gaz neurotoxiques contre sa population civile. Bon, bah ça c'est du non conventionnel. D'abord, c'est interdit par toutes les conventions de Genève. Et là aussi, je vais peut-être, je sais pas si je vais interpeller ou choquer certains d'entre vous, mais c'est pour la beauté du débat. Je pense que, et à l'époque, pendant 4 ans, j'étais sur Inter à la chronique géopolitique quotidienne, et j'ai consacré une semaine entière, en 2013, début septembre 2013, à la reculade désastreuse de Barack Obama. Désastreuse. Sur sa propre ligne rouge. Voilà un homme fort parce qu'institutionnellement investi, des pouvoirs démocratiques, bon, et notamment celui de faire la guerre et la paix. Alors avec le Congrès, mais enfin en tout cas il a une latitude extrêmement large, et quelqu'un qui dirige l'État le plus puissant du monde, bon, et qui prévient et qui avertit. Personne n'avait obligé de faire. En 2012, il avertit Bachar el-Assad qu'en cas de réutilisation d'armes neurotoxiques contre sa population, il ferait la guerre. Assad le fait crânement à plusieurs reprises même, et Obama s'allonge sur sa propre ligne rouge. En termes de crédibilité, c'est juste catastrophique. La puissance, ça s'assume. Vous avez le droit de ne pas l'assumer. Mais à ce moment-là, vous le dites et vous jouez et vous faites en conséquence. Mais si vous l'êtes et si vous l'assumez et si vous avertissez, autrement dit, si vous pointez une épée de Damoclès sur l'adversaire ou l'ennemi, alors une fois que votre ligne rouge par vous-même établie est fixée, il faut vous y tenir. Sinon, c'est simplement vous perdez votre crédibilité. Et que ce soit les Américains ou d'autres, je m'en fiche complètement. Et c'est dramatique. Et entre nous soit dit, ce que je vous disais sur le Japon tout à l'heure, Shinzo Abe, qui a commencé qui a pris non seulement des accents, mais des mesures nationalistes. Mais c'était pourquoi, vous croyez? Dans quel contexte? Les Japonais se disent, mais attendez, les Américains sont même pas capables de tenir, en tout cas ce président, de tenir ses promesses face à un État. Attendez, un État sur le sol duquel il n'y avait aucun chasseur bombardier russe à l'époque, en 2013. Il n'y en a pas. Les Russes soutiennent Assad, mais sur le plan technique, avec des conseillers, mais d'assez loin. C'est quelques mois après qu'évidemment, les Russes se disent, formidable, les Américains de toute façon n'y viennent pas, nous on y va et on fait ce qu'on veut. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pas le problème des Russes ou des Américains, c'est un problème de crédibilité générale en géopolitique. Bon. Et là, donc vous voyez, il y a des États qui utilisent ou qui tentent d'utiliser. Alors il y a aussi le bactériologique, mais ça pour l'instant, Dieu merci, ça marche pas, ça marche extrêmement mal. Et tout un tas de cochonneries comme ça, mais pour l'instant c'est pas, heureusement, ce n'est pas au point. Sur l'Europe orientale. Pourquoi j'ai noté Europe orientale? Non, il n'y a pas de question sur l'Europe orientale. Oui, là, non, les accents chrétiens. Oui, pardon, oui, je finis juste là-dessus. Les gens que je peux rencontrer, officiers ou diplomates, souvent, dans des sénats ou des pinces-fesses, qui proviennent d'Europe orientale, me disent j'entends de plus en plus souvent des propos extrêmement durs, consistant à dire, je résume, mais c'est pas outrancièrement. Vos Noirs et vos Arabes, ça ne nous intéresse pas. Vous les avez colonisés, alors maintenant vous vous débrouillez avec eux. Nous, notre problème, c'est la Russie. Et nous, on est chrétiens et on ne veut pas que nos églises deviennent des mosquées. Et en plus, on n'est pas des homosexuels comme vous. Et je vous promets que je n'exagère pas. Je vous promets que année après année, depuis maintenant, allez, pas beaucoup, depuis 5-6 ans, et j'en fréquente, y compris des gens qui sont d'un très bon niveau, parfois des universitaires, souvent des diplomates, des officiers, qui ont des discours très durs. D'un point de vue très dur, moraliste ou idéologique très dur. Et quand vous évoquiez les chrétiens d'Orient, moi, j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, je n'ai pas entendu chez ces gens-là de préoccupations liées aux chrétiens d'Orient. Ils s'en foutent complètement. La vérité, c'est que ils entretiennent une peur panique instrumentalisée ou pas, de voir arriver chez eux, des masses musulmanes. Je pense que c'est une peur à moitié feinte. N'empêche que ce discours-là, il est super préoccupant. Bon, moi j'ai 2 questions à poser. Premièrement, est-ce que, à côté de l'entrée de la religion dans le champ politique que vous avez mentionné, une tendance porteuse de péril, ça n'est pas le populisme, c'est-à-dire le remplacement de la dictature des intérêts froids des États par la dictée de la volonté populaire? Et ma deuxième question, c'est, vous avez parlé des migrants. Bon, à la fois politique et économique, mais est-ce que les migrants climatiques ne poseront pas un plus grand problème dans les décennies à venir? Alors, d'abord, je continue à dire que c'est quand même très compliqué de faire de la politique fiction. Je pense que s'il y a des migrants climatiques qui commencent à y en avoir un petit peu, ils commenceront par toucher le Sud.
vous voyez, si le désert du Kalahari s'accroît et que ça pousse des gens à partir, ils vont pas prendre l'avion pour venir en France, hein, ils vont aller dans les pays juste à côté. Donc je crois que donc c'est même si ensuite ça peut avoir des effets par réplication. Bon. Sur le populisme, alors je ne sais pas si c'est mon domaine de compétence, mais bon, comment dire, effectivement, je pense qu'on constate depuis, alors là encore, il faut toujours tout petit peu de profondeur historique. D'abord, première chose, d'ailleurs, Frédéric en parle dans son bouquin, je ne sais plus dans quelle entrée du livre là, dans les années 1880-1890 en France, d'ailleurs dans un contexte de crise économique, sociale, eh bien qu'est-ce qu'on a vu, ou dans les années 30, hein, qu'est-ce qu'on a vu apparaître, le général Boulanger qui a fini, vous savez, qui s'est suicidé sur la tombe de sa maîtresse en Belgique finalement, mais on a vu monter aussi bien sûr des thèses à l'époque qui étaient antisémites, hein, vous le savez, le journal de Drummond qui s'appelait La Libre Parole se vendait à 1 million d'exemplaires par jour, c'est quand même plutôt donc aujourd'hui ça va moins bien quand même de ce point de vue-là pour eux, mais bon, enfin, vous voyez, il y a les réseaux sociaux, donc c'est beaucoup plus dangereux. Mais vous voyez, donc il y a des moments de crise, donc il y a eu des moments populistes qui sont des moments de alors je vais le dire avec mes mots à moi, je pense que la démocratie telle qu'on la connaît, c'est une chose pour moi assez simple, c'est d'accepter collectivement l'hyper-complexité de la décision publique et du gouvernement. Voilà. Hein. Alors, oui, non, mais être un démocrate au sens de ne pas être un populiste, on va faire comme ça. Ne pas être un populiste, c'est être quelqu'un qui va expliquer au peuple que les attentes du peuple ne sont pas nécessairement entendables. Et deuxièmement, expliquer que la manière de répondre aux attentes de la population peut être complexe, incertaine, et avec des résultats qui éventuellement ne correspondront pas aux attentes. D'accord ? Donc c'est assumer la complexité. Ce qu'il faut constater, c'est que historiquement, les leaders politiques qui ne sont pas populistes n'ont pas fait ça. C'est-à-dire que quand vous regardez Jacques Chirac en 95, même un peu Mitterrand, mais il était plus habile, mais voilà, quand vous regardez Sarkozy en 2007, on a eu affaire à des leaders politiques qui ne sont pas des populistes, qui ont quand même eu tendance à utiliser des vecteurs ou des ressources plutôt de type populiste, c'est-à-dire dire au peuple, vous savez, c'est ce qu'on appelle les rois thaumaturges, vous savez, le roi te touche, Dieu te guérit, transformer le plomb en or, et cette dimension-là existe encore aujourd'hui. Et la difficulté aujourd'hui, quand vous regardez la campagne actuelle des élections européennes par exemple, ou d'autres campagnes politiques, c'est que les acteurs politiques, les dirigeants politiques qui prennent un risque aujourd'hui en disant à la population: je ne suis absolument pas sûr des solutions, j'essaye de vous écouter, en plus ce que vous me dites est totalement contradictoire, regardons le grand débat national, donc chère population, votez pour moi, mais je ne suis absolument pas sûr d'être capable de répondre à vos demandes qui en plus sont contradictoires et que je ne comprends pas. Et évidemment les populistes sont sur des bases totalement différentes, et si on prend la France où pour l'instant ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir, je dis bien pour l'instant, à la différence d'Orban, etc., mais regardez l'Italie, c'est au fond des acteurs politiques qui ont une logique, qui est d'abord une logique électorale avant d'être une logique de gouvernement. Ce sont des acteurs qui visent à maximiser leur score électoral sans encore se poser la question de l'exercice du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qui au fond se disent, rappelez-vous Le Pen, la fille, pas encore la nièce, elle viendra après, lors du débat contre Macron, elle se fait écrabouiller dans ce débat, et pourquoi ? Parce que beaucoup de Français constatent qu'en fait elle a absolument rien bossé de sa vie, et qu'elle se prend évidemment en face d'elle un malade des grands concours qui adore, et qui encore aujourd'hui, quand il fait une conférence de presse, passe le grand oral de l'ENA, donc elle se fait écrabouiller, et c'est un moment, presque ce débat est un moment anti-populiste, c'est une espèce de publicité contre le populisme. Ça dure un temps, et puis à l'élection prochaine elle fera 45%, et puis après sa nièce fera 52%, mais on est là-dedans. Et alors, dernière chose que je voudrais dire, ça, je cite quelques auteurs au passage, un auteur que vous connaissez peut-être, un historien qui s'appelle Pierre Rosanvallon, qui explique et c'était vraiment très intéressant, il explique que dans un pays comme la France, on s'est beaucoup trop habitué à ce qu'on appelle, on a été beaucoup trop attentif à la démocratie d'élection et pas assez à la démocratie d'exercice. C'est-à-dire qu'on est un pays très attentif à ce que l'accès au pouvoir
se passe dans les meilleures conditions possibles de respect, d'équité dans le débat, avec le ridicule du débat actuel où vous avez des débats, vous savez, avec selon l'heure, en fonction d'ailleurs des sondages. La loi maintenant dit c'est les sondages qui indiquent quand même le temps de débat, c'est quand même intéressant. Donc on est passionné par la course de petits chevaux, qui a été, je pense, et cette passion, elle s'est majorée avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Donc on est attentif à ce que tout se passe bien, à ce que le président, les députés, les maires, etc., soient élus dans les meilleures conditions possibles. Et puis une fois que ça s'est passé, on s'en fiche complètement et on ne s'intéresse pas à l'exercice démocratique, à ce qui se passe entre les élections. Et je pense que c'est l'enjeu aujourd'hui, si on veut tenter de contrebalancer ou de contenir le moment populiste qui est en train quand même de croître en France, c'est d'être attentif, que les gouvernants soient attentifs à la démocratie d'exercice, qu'ils essayent de montrer au peuple, à la population. Le peuple, j'aime pas trop, comme disait, il y a le peuple, il y a la foule, comme disait Victor Hugo, faire attention, mais montrer à la population qu'il existe des ressorts, des ressources qui permettent à ceux qui sont intéressés d'intervenir entre les élections, avec tous les problèmes que ça peut poser derrière aujourd'hui, de mise en pratique très concrète, parce que quand vous êtes dans des débats, moi j'en ai fait autour du RIP, vous savez, toutes ces choses-là, et que vous dites, vous savez, c'est quand même plus compliqué que ça, que ce que vous pensez, vous avez affaire à des gens qui ne se soucient pas un jour, eux, d'être au pouvoir, et qui disent, non, ça va être parfaitement facile. Mais oui, c'est ça. Donc je pense que on est dans une vraie menace populiste, et la solution, c'est... alors le président de région, là, Xavier Bertrand, m'a demandé une note. C'est assez intéressant vu mes origines politiques, Xavier Bertrand, donc j'ai pris ça plutôt comme une forme de confiance. Mais et donc je lui ai dit que l'enjeu c'était d'inventer, attention, une démocratie représentative augmentée. Vous savez comme il existe l'homme augmenté, c'est-à-dire de continuer à dire la démocratie représentative, ça a été dit tout à l'heure, est le moins mauvais des systèmes à l'exception de tous les autres, comme disait Churchill, mais en se disant l'augmenter, c'est-à-dire l'augmenter par des mécanismes de prise de parole, de conférences de consensus, d'association de la population à l'affinement de la décision. Sinon, on y va tout droit. Voilà. Rebonsoir. Donc moi, je voudrais poser très très rapidement 4 questions. La Corée du Nord, l'Iran, Internet et, pour conclure, pourquoi ne pas nous rassurer? Merci. Pas rassuré, ça c'est à cause de monsieur, ça c'est lui qui nous rassure pas. Cela dit, il a pas totalement tort. Et là, le spectre des prochaines élections présidentielles, ça vraiment, mais il a raison. C'est un vrai risque, même si. Faut commencer par la Corée du Nord, parce que là, au moins, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Donc non, là là, la démocratie, c'est ni d'exercice ni d'élection, si j'ai bien compris quand même, en Corée du Nord. Donc la Corée du Nord, je pense que le conflit auquel on a assisté, enfin la crise, employons des mots non galvaudés, d'il y a 1 an et demi, c'est résorbé. Là, je suis très optimiste, car il n'y a pas de conflit territorial, il n'y a pas de conflit de représentation. Trump se fout bien quelle est la nature du régime au pouvoir en Corée du Nord, si tant est qu'il soit au courant. Je veux dire, c'est non mais franchement, je suis sérieux là. Donc, et les Nord-Coréens, ils vont pas changer le modèle américain. Bon. Donc, ils souhaitent rester au pouvoir. Et nous tous, le monde entier, ce qu'on veut, c'est le traité de non-prolifération de 68 soit respecté. Même si il y a eu des encoches ici ou là, mais en tout cas officiellement, personne n'a jamais transgressé. Et c'est l'architecture de la paix nucléaire mondiale quand même. C'est pas rien. Donc officiellement, la Corée du Nord n'est pas un État nucléarisé, et il ne le sera pas à mon avis. Je pense qu'ils ont pris le pari de tout le monde sait très bien, on sait très bien que la Corée du Nord sait faire du nucléaire à usage nucléaire, et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les vecteurs. Alors l'un plus l'autre, ça commence à faire beaucoup, mais ils n'ont pas fait d'essais probants devant l'AIEA et à mon avis l'Agence internationale de l'énergie atomique, et ils le feront pas. En échange de quoi, on s'engage à pas toucher à leur régime politique, qui est pas très sympathique, mais après tout, voilà. Et c'est intéressant parce que derrière, sinon, et ça me permet de rebondir de répondre à votre deuxième question, il y avait l'Iran. Parce que les Iraniens et le régime, la République islamique d'Iran est doté de gens souvent fanatiques, mais c'est très rarement des imbéciles. Donc la politique étrangère iranienne, elle est tout à fait intéressante. Moi, je suis de ceux qui, bien évidemment, combattent ce régime sur le plan moral. Je n'ai aucun problème sur le plan intellectuel, sans donner une leçon à la française. Je pense que c'est ou en donnant, peu importe. Mais là-dessus, je n'ai pas de problème. Mais puisque là j'ai ma blouse, on va dire, de géopolitologue, moi je constate que la politique étrangère et de défense de l'Iran est une politique très intéressante. Elle est pragmatique et je vais peut-être vous étonner, elle est relativement prudente. Donc ça, c'est un truc, il joue bien des rapports de force. Donc ça, c'est un parenthèse fermée. Du coup, de ce point de vue-là, les Iraniens, on leur a enlevé, avec la résorption de la crise nord-coréenne, un argument supplémentaire consistant à dire, mais vous vous foutez de nous. Donc nous, en fait, on prend des sanctions parce que vous nous accusez de peut-être faire éventuellement un jour une bombe, ce dont on a toujours nié. On m'entend, bien sûr, enfin, tout le monde ment un peu. Bon, c'est un théâtre d'homme, c'est pas grave. On est au théâtre. Bon, donc vous nous accusez.
Mais attendez, alors eux, ils ont signé en 2003, ils ont biffé leur signature et à partir de là, ils ont le droit de faire ce qu'on voulait. Mais nous, on a toujours été signataires, c'est pas fair play. Eh ben là, oui, c'est fair play. Tu nous parles de quoi? La Corée du Nord, ce n'est pas un État nucléarisé. Tu as un autre argument, mon pote? C'est intéressant, parce qu'on est, si vous voulez, dans l'exercice d'un jeu qui existe depuis, je sais pas un spécialiste de Sumer, mais à mon avis, ça remonte vraiment à très haute antiquité. L'exercice du pouvoir, notamment diplomatique, il se fait toujours sur la base des rapports de force enrobés, dits par des mots, enrobés eux-mêmes par d'autres mots. Donc, je pense que cette crise, elle est résorbée de manière, j'espère, de manière pérenne. Je parle de la Corée. Maintenant, l'Iran, je serais pas en désaccord. C'est-à-dire qu'avec ce que mon voisin a dit, c'est-à-dire que je pense que le traité du 14 juillet 2015 n'était pas un mauvais traité. Je pense qu'il n'était pas un mauvais traité. C'était pas un mauvais accord. C'était pas, d'ailleurs, entre parenthèses, grâce à la France. À l'époque, le tandem Hollande-Fabius a été très exigeant, et à mon avis à juste titre, sur un certain nombre de points techniques que je vais vous épargner, mais en fait c'est l'effet cliquet, c'est-à-dire que si l'Iran ne respectait pas l'accord, on n'avait pas besoin de revenir au vote des différents parlements et de recommencer toute une série de réunions. Automatiquement, les trains de sanctions interrompus se remettaient en place et ils étaient augmentés. Donc là, l'Iran savait très bien qu'il y avait un effet coup près s'il mentait. Bon, et ça c'est la France qui l'a obtenu, aux grandes dames d'Obama qui n'étaient pas d'accord, qui voulaient signer très rapidement pour pouvoir fourguer ses avions. Parce que nous, on voulait vendre nos voitures, mais les Américains étaient aussi sur les starting blocks, et d'ailleurs, entre parenthèses, l'ensemble du monde. Bon, c'était pas un mauvais accord, en tout cas pour les 10 prochaines années. Maintenant, Trump s'en retire, bon, bah, il fait ce qu'il veut, je suis pas certain que ce soit idéal. Enfin, ma religion n'est pas faite là-dessus. En revanche, que Trump aille beaucoup plus loin que ça, et cherche à faire chuter une république islamique que, encore une fois, par ailleurs, je n'aime pas, en s'alliant avec, en allant plus loin encore que l'alliance traditionnelle depuis 1945 sur le coup ici avec l'Arabie Saoudite, dont on connaît, si vous voulez, attendez, le régime saoudien, vous voyez, on peut stigmatiser, on doit stigmatiser, me semble-t-il, l'Iran sur le plan moral, humaniste, et très truc. L'Arabie Saoudite, bon, je vais pas vous faire un dessin. D'abord, on n'a pas le droit d'en faire là-bas, pas vous en faire un ici. Bon, donc non, je pense que c'est pas une bonne alliance. Je pense que là, on est sur des gens extrêmement problématiques et à mains égards, et qui, entre nous soit dit, et je vous une nouvelle parenthèse, ne savent pas faire la guerre, ce qui pour moi est rédhibitoire. Fin de parenthèse fermée. Donc je suis un peu sceptique, sur la possibilité par ce moyen-là de résorber la crise iranienne. Alors bien sûr, pour l'instant, la puissance politique, financière américaine permet même à des géants comme l'Inde et la Chine, permet d'imposer même à des géants comme l'Inde, la Chine et l'Union européenne, mais qui ne veut pas être un géant, qui refuse malheureusement d'être un géant. Mais quand on n'est pas un géant, on se fait dicter par des géants dont la volonté est particulièrement forte sur certains domaines. Bon. On se fait, oui, effectivement, dicter pas mal de choses. Je ne sais pas si ça va permettre de faire chuter la République islamique et pour mettre quoi à la place. J'ai été très durement stigmatisé ces dernières années, entre autres, sur la question de la guerre en Irak. Je n'étais pas favorable à cette guerre. En revanche, je ne voyais aucun problème moral à la destitution d'une manière ou d'une autre de Saddam Hussein, qui lui-même n'était pas seulement méchant, mais qui était un pourvoyeur d'instabilité absolument désastreux dans la région. Et pareil pour Kadhafi. En revanche, et j'avais dit publiquement, y compris dans l'émission de Finky sur France Q. J'avais dit, mais attendez, moi je suis opposé à la guerre qui s'approchait, j'étais avec Olivier Roy, je m'en souviens, en débat, parce que, je sais pas que pour des raisons morales, ou parce que les Américains se mêlent de ce... Pas du tout. J'étais opposé parce que les Américains ne nous avaient absolument pas démontré qu'ils étaient capables et qu'ils avaient la volonté de mettre mieux à la place. Or, ils en avaient la capacité. Si eux ne l'ont pas, mon Dieu, personne ne l'avait. Et ça, encore une fois, vous voyez, c'est un problème de crédibilité. Ça, pour moi, c'était vraiment rédhibitoire. Donc, sur l'Iran, je serais effectivement, relativement là-dessus assez prudent et moins optimiste quand même que sur la Corée du Nord. Je le dis en 2 mots et je m'arrête. Si vous poussez à bout les Iraniens, ils peuvent pas faire grand-chose. Ils n'ont pas une armée très sérieuse. Ils peuvent pas faire grand-chose. Mais ce qu'ils peuvent faire, leur capacité de nuisance
notamment dans le golfe arabo-persique et dans le détroit d'Ormuz, bah oui, enfin ils peuvent faire monter le baril de 50 à 200 quoi. Et ils coulent quelques centaines de barges de ciment et de béton là-dedans, ils propulsent des missiles via des fanatiques sur ce super tanker. Bon, enfin vous voyez, on va avoir des problèmes. Hein. Je pense qu'il faut pas en arriver là. Il faut pas en arriver là. Je ne sais pas si on y arrivera ou pas, mais non, juste 2 mots et demi, parce qu'il faut quand même répondre à vous rassurer, puis après il faut quand même qu'on aille manger, parce que je commence à avoir faim. Mais non, sur l'Iran quand même, ça veut dire une chose très simple, c'est que une analyse centrée sur le facteur religieux est très largement insuffisante. Le régime politique iranien est quelque part quelque chose qui pourrait s'apparenter à une théocratie. La société iranienne est une société très très libérale. Il ne faut pas l'oublier. À la différence de l'Arabie Saoudite, l'Iran a été marqué par 30 années avant 79 qui ont été des années d'occidentalisation. Il suffit quand vous allez en Iran, c'est assez comparable à quand vous allez à Istanbul, hein, d'une certaine façon. Vous voyez, avec beaucoup de jeunes femmes qui portent le voile, mais des voiles qui sont très limités. Il y a une vie, si vous connaissez le rock iranien, il y a un cinéma iranien, il n'y a pas de cinéma saoudien. Oui, donc, il ne faut pas oublier ça. Et ensuite, donc, je veux dire par là que l'instrumentalisation du religieux, et d'ailleurs, y compris la manière dont, je peux de le dire, Israël a fait de l'Iran son espèce d'adversaire. L'Iran est très réaliste en matière de relations internationales. Et je sais que les diplomates français, par exemple, c'est un peu ce que Frédéric a dit, hein, aiment beaucoup plus l'Iran que l'Arabie Saoudite. Hein, considère que s'il y a un État ou un pays qui est stable dans la région avec lequel il faudrait dealer, c'est beaucoup plus l'Iran que l'Arabie Saoudite. Et l'Iran est une théocratie, mais ils vendent leur pétrole à la Chine, qui est une dictature athée. Donc franchement, il faut arrêter de penser qu'ils ont une lecture qui serait uniquement une lecture religieuse des choses. Internet, on n'en a pas du tout, très peu parlé. Il y a 2 problèmes avec Internet. Ça a été dit un petit peu, c'est le hacking international. Internet, enfin, plutôt la manière dont on peut aujourd'hui lancer des attaques, des attaques informatiques au niveau international. C'est une nouvelle manière de faire la guerre. Et il y a évidemment, la Corée du Nord l'a fait, les Russes le font, bon, les Américains le font dans l'autre sens, mais il y a des États. Tiens, et des États assez forts quand même. En fait, c'est pas des États, c'est souvent des officines planquées, parce qu'évidemment, ça peut pas être les États. Donc, c'est des trucs, oui, mais c'est pas vraiment, non, mais c'est pas vraiment les États. Puis, bon, alors, il y a ça, et puis il y a bien sûr aussi Internet, tous les dégâts ou les effets d'Internet. Alors là, plutôt dans nos démocraties, sur la parole publique, le respect de l'autre, la catastrophe. Moi, comme directeur de mon école, je peux vous dire que c'est quand même très très compliqué de réguler les affrontements entre étudiants, qui ne sont plus des affrontements dans un amphi, mais qui sont des affrontements et des anathèmes, en plus avec des alias, on sait pas qui c'est. Donc c'est quand même un truc qui est assez problématique. Pourquoi ne pas nous rassurer? Alors je vais citer un auteur qui était, vous savez, un philosophe italien marxiste qui s'appelait Gramsci, hein, et qui parlait, et qui disait il faut opposer au pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté. Donc moi je pense, quand on fait l'amitié de m'inviter dans des conférences, et pas uniquement dans des lieux de culte, mon rôle, c'est pas de dire qu'il va faire soleil demain. Hein. Mon rôle est d'essayer d'éclairer les personnes, très modestement, avec même des petites compétences ici ou là, d'éclairer les gens, les citoyens, les acteurs sociaux sur la manière dont le monde fonctionne. Hein. Et moi, je préfère dire les choses, peut-être même parfois en donnant l'impression d'exagérer les périls, les défis, les risques, plutôt que de dire tout va bien. Voilà, je crois qu'on a un devoir, justement, pour lutter par rapport au populisme. On a aussi un devoir de tenir un discours de lucidité et d'honnêteté aussi, quitte à se prendre des œufs et à se faire traiter de sale. Ce qui m'arrive l'autre jour. Alors j'étais à la fois, j'étais homme blanc de plus de 50 ans. Hétérosexuel. Vous les faites pas. Oui, je les fais pas, c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que je suis plus vieux que lui, hein, quand même, ce qu'on dirait pas. Hein. Mais voilà. Donc vous voyez, donc on a ça aussi, c'est-à-dire que je crois qu'il faut qu'on assume et qu'on accepte d'être à rebours de la vague. Hein. Quand moi j'ai fait des débats avec des gilets jaunes, j'ai pris la parole pour leur dire écoutez, oui, vous avez le droit de dire que je suis un salopard d'intellectuel, d'universitaire, etc. Mais je voudrais juste vous dire que ce que vous venez de dire sur l'État qui se fout de votre gueule, c'est faux. C'est faux. Vous exagérez les retraites, voilà. Et donc bon, ça se passe pas nécessairement très très bien, mais moi mon rôle dans la cité, c'est ça. Je ne me sentirai pas vous dire ne vous inquiétez pas, tout va bien, dormez braves gens et rentrez chez vous. C'est une question vraiment toute simple qui revient le côté initial de la conférence que vous avez faite.
Je crois que le pétrole est amené à ne plus être un élément essentiel dans l'économie et que tout ce que vous racontez, l'élément fondamental, ce sont les sources d'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les schistes bitumeux, où se trouve le lithium et où se trouve le chrome et l'uranium dans le monde? Il ne se trouve pas nécessairement dans des pays qui sont des démocraties, mais monsieur, je pense que vous datez un peu. Je pense que ça, non, je pense que l'avenir aussi, c'est probablement des formes de décroissance. Et c'est des formes d'invention de ressources énergétiques liées au solaire, au vent. Vous voyez, parce que là, vous êtes encore à dire, on va devoir creuser encore plus profondément pour aller chercher le bitume encore plus profond, ce qui va coûter encore plus cher, parce que font d'ailleurs vous savez, on n'a pas parlé d'autre chose, mais les Canadiens avec le réchauffement climatique, l'Alberta, il y a des enjeux majeurs d'aller coloniser économiquement l'Alberta et pour que le Canada devienne... Bon, vous savez que les États-Unis aujourd'hui sont autosuffisants en production d'énergie. Mais au risque de quoi? Au risque d'abord de fissurer la planète, parce qu'ils font des trous partout, et au risque bientôt de ne plus rien avoir. Donc je pense que, à mon avis, l'enjeu n'est pas de trouver à toute force des substituts classiques aux ressources carbonées en continuant à surconsommer dans le monde. Je pense que l'enjeu, c'est de ralentir la progression de la consommation, ralentir, pas être décroissant et de travailler à des ressources alternatives, mais qui supposent, vous avez raison, le lithium. Mais je pense que le lithium est indispensable pour les piles, et je voudrais savoir où se trouvent les sources de lithium dans le monde. Alors il se trouve en Amérique du Sud, dans des pays où il faut respirer fort parce que vous arrivez à La Paz, c'est à 3500 mètres d'altitude, donc votre valise est lourde. Je pense qu'il y a aussi des enjeux avec, si on prend le nickel, le Niger, dans l'opération Barkhane, il y a quand même une sécurisation de ressources très importantes pour notre industrie nucléaire. Donc oui, c'est plutôt dans des pays qui aujourd'hui ne sont pas très centraux, vous avez raison, dans la géopolitique mondiale. J'ai vu une émission où il y avait des sources inépuisables de lithium au Portugal. Et vous savez, des ressources inépuisables, c'est ce qu'on disait du pétrole il y a 50 ans. Voilà. Oui, important. Il n'y en a pas en France. Ah non, ça se saurait. Il y a peut-être sous mon école, on va être très riche. La dernière. La dernière. Bah non, mais de toute façon, la question a déjà été posée, en partie par Guy. Je reviens sur l'Iran. Vous avez évoqué effectivement un petit peu le tableau des points chauds dans le monde. Et à ce moment-là, vous n'avez pas parlé de l'Iran. Donc, vous avez répondu quand même en grande partie à la question que je voulais vous poser. Par contre, j'apporterai un complément. Est-ce que vous pensez que l'Iran a des ambitions hégémoniques au Moyen-Orient? Dans ce cas-là, quel serait, en cas de conflit notamment par exemple entre l'Iran et Israël, quelles seraient les parties prenantes qui interviendraient et comment interviendraient-ils pour d'un côté ou de l'autre? C'est un scénario peut-être utopique, oui. Je l'espère. Mais non, mais rien n'est utopique. Hein, donc on peut imaginer que demain il y ait autre chose qu'un match de foot entre Israël et l'Iran, c'est sûr. Écoutez, j'en sais rien. Une ambition hégémonique, il ne faut jamais oublier que l'Iran est alors je vais vous dire quelque chose que tout le monde sait, que c'est la religion de ce pays, c'est le chiisme qui est minoritaire dans l'islam. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça explique que l'Iran agit aujourd'hui dans deux territoires particuliers qui sont la Syrie, puisque le parti basse, enfin l'ethnie d'origine, la religion d'origine de la famille Assad, c'est les Alaouites, donc c'est une espèce de branche un peu particulière du chiisme, donc il y a une dimension un peu religieuse dans leur intervention, pareil avec les Houthis au Yémen, mais sinon une volonté d'hégémonie politique sur une zone dans laquelle 80% des gens sont sunnites, à mon avis, c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà. Après, un conflit entre l'Iran et Israël, pour moi, si ça intervenait, ce serait plutôt des conflits un peu comme la Crimée pour Poutine, si je puis me permettre. Alors là, je me mets à faire mais c'est-à-dire au fond, un Iran très affaibli par un blocus renouvelé du fait de ce que Trump a décidé, et un Iran qui voudrait frapper fort les esprits et qui tenterait d'envoyer des avions sur Israël, par exemple. Bon, dans ce cas-là, ça se réglerait très très vite. Je pense que Israël, c'est pas à vous que je vais le dire, mais enfin, je pense que sur le plan de son aviation et de son potentiel militaire, il n'y a pas beaucoup de risques, et puis de toute façon, les États-Unis viendraient au secours, donc ça ne durerait pas très très longtemps, à mon avis. Et puis aucun pays ne viendra en soutien de l'Iran.
les Russes se planqueraient, je pense, voilà. Donc moi je ne crois pas beaucoup à ça. Je pense éventuellement à l'instrumentalisation par l'Iran d'un risque, en disant si vous continuez à m'embêter, oui, mais bon, j'y crois pas énormément, mais bon, on est dans une conjoncture tellement fluide qu'on va être prudent, hein, voilà. La République islamique d'Iran prend le pouvoir, parvient au pouvoir en 79. Nous sommes plus ou moins en 2019. À quel moment l'Iran a fait la guerre contre Israël? Ne cherchez pas, vous allez perdre du temps. Ne cherchez pas, vous allez perdre du temps, cher monsieur. Ne cherchez pas, monsieur. Le Hezbollah a été créé en 82. C'est une création ex nihilo de l'Iran. À quel moment le Hezbollah a fait la guerre contre Israël? En 2006? Non. Non, c'est faux. La commission d'enquête Vinograd, qui est une commission israélienne, qui comprenait des gens de la Cour suprême, le Bagat, des généraux, etc., a conclu de manière extraordinairement sévère son rapport sur la guerre menée, bien sûr, enclenchée, en tout cas sur une opération terroriste enclenchée par le Hezbollah. Ça, tout le monde est d'accord. Le Hezbollah d'ailleurs a montré des images, ils sont très contents d'avoir attaqué Israël, il l'assume totalement. Mais encore une fois, leur attaque était d'une nature particulière. Monsieur Olmert, je respecte beaucoup ça, Monsieur Olmert, sa décision. Ensuite il était en prison, mais pour d'autres raisons. Et là, il lui fallait sans doute une épée. Et son ministre de la Défense, qui était à l'époque Monsieur Peretz, un syndicaliste, donc Monsieur Krasuki n'était pas très très bon à la guerre à l'époque, et je pense que Monsieur Peretz non plus, c'était pas son métier. Et ils ont mené quelque chose qui était simplement mauvais, extrêmement mauvais, même du point de vue de la lutte contre le Hezbollah, même de ce point de vue-là. Et depuis, à quel moment le Hezbollah a fait la guerre à Israël? Alors, qu'est-ce qu'ils en brûlent des drapeaux israéliens? Alors là, le bilan carbone, il est foireux. Là, il faudrait dire aux Iraniens et aux Hezbollahiens qui commencent vraiment à nous embêter parce qu'ils brûlent des drapeaux israéliens. Et si vous voulez devenir millionnaire, vous cousez des drapeaux israéliens et vous les vendez à l'Iran. Ils vont en brûler plein. Ça, c'est pas une menace. Ça, c'est pas une menace. Ça, c'est une menace que je qualifie de tactique. Ce n'est pas une menace stratégique. La menace stratégique, c'est 6 octobre 73, 2500 chars d'assaut, dernier cri, soutenu par l'URSS, première puissance mondiale ex aequo, par la Syrie et par l'Égypte, et Israël est à poil. Ça, c'est une menace stratégique. 48, c'est stratégique. Mai 67 encore, c'est une menace stratégique. L'Iran et le Hezbollah mènent une politique qui passe par le fait de s'essuyer les pieds sur le paillasson sionisto-israélien, diabolico, tout ce que vous voulez. On est dans l'ordre du sémantique et du rhétorique. Entendez-moi bien, je voudrais pas qu'il y ait de confusion dans mes propos. Je pense que l'accord de 2015 était un bon accord parce qu'il tordait très durement le bras à l'Iran. Il ne faut pas que l'Iran dispose de la bombe atomique. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et tous les experts nucléaires considéraient, même ceux qui étaient aujourd'hui autour de Trump contre non pas l'accord, mais qui sont défavorables à l'Iran, considéraient que oui, pour au moins 10 ans, ce qui est déjà pas mal, il y avait vraiment la impossibilité totale, et puis après, on verrait. Mais de toute façon, le rapport de force, effectivement, on n'est pas en faveur de l'Iran. Donc, il s'agit bien de leur tordre le bras. Mais à partir de là, considérer qu'il pourrait y avoir une guerre, mais même entre le Hezbollah et Israël, écoutez, là on est dans la supputation. Moi, ce que je constate, c'est qu'à 3 reprises, Israël et le Hamas ont jouté très durement de 2009, 2014, pardon pour les dates, 2012, 2014, le Hezbollah n'est jamais intervenu. Israël frappe ces dernières années, à mon avis, à juste titre, j'assume tout ce que je dis, frappe très durement, à juste titre, des matériels militaires lourds, notamment balistiques iraniens, passant par la Syrie vers le Hezbollah. Donc, des Iraniens sont touchés. L'Iran, le mentor, le créateur du Hezbollah, ok? Le Hezbollah a réagi contre Israël. Où? Quand? Israël frappe le Hezbollah. L'Iran a déjà réagi, l'Iran a déjà attaqué Israël. Ah ça, le blabla, qu'est-ce qu'il parle? Donc vous voyez, je ne dis pas que ce sont des gens gentils. Je ne dis pas que s'il n'y avait pas un rapport de force très favorable à Israël, je ne dis pas qu'ils n'attaqueraient pas Israël. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont plutôt malins, au sens pragmatique du terme, et qui refusent d'utiliser tous les moyens en leur possession pour faire vraiment beaucoup plus de mal à Israël. C'est tout ce que je dis.
Et effectivement, dans la société iranienne, au sein du peuple iranien, et j'ose employer un terme un peu emphatique, depuis sans doute une période emphatique, depuis sans doute des centaines, peut-être même d'années, voire des millénaires, le peuple ou la civilisation perse, qui est une très grande civilisation, elle s'est caractérisée le plus souvent par des politiques, non ou moins hégémoniques en tout cas, que d'autres dans la région. Et depuis au moins le début du 19e siècle, ma foi, la Perse, à l'époque on appelait ça la Perse, n'a pas tenté d'envahir un autre pays, ce qui n'a pas été toujours le cas. Enfin, la société ou le peuple perse iranien survivra à la République islamique d'Iran, qui est arrivé au pouvoir dans un contexte particulier, comme d'ailleurs à chaque fois, mais tandis qu'effectivement dans les États du Golfe, je reviens, et ce sera mon mot de la fin, en hommage à mon maître, qui est toujours vivant, mais les représentations collectives, identitaires, profondes dans le monde arabe, et en particulier dans le Golfe, dans la péninsule arabique, restent viscéralement et fondamentalement et religieusement hostiles non seulement à Israël, mais au judaïsme. Dans la société iranienne, au mieux, les gens s'en foutent. Il n'y a pas d'interaction négative entre le judaïsme et la manière de se vivre. Alors d'abord, non seulement chiite, mais parfois encore zoroastrien. Enfin bon, c'est très compliqué. Elle est très riche, c'est iranienne. Et puis ce qu'il faut conclure. Alors, mais vraiment une anecdote en une phrase. En 94, je me rends pour la première fois au Liban avec un ami journaliste qui avait ses entrées. Donc on voit beaucoup de gens. J'étais en thèse à l'époque. Et on arrive à franchir la frontière qui séparait au sein du Liban, sur le sol libanais, entre donc le Liban proprement dit et la zone de sécurité. Alors souvenez-vous, la fameuse zone de sécurité, qui protégeait Israël au sud du Liban. Elle était tenue par un peu plus de 2000 soldats à l'époque, puis après Ehud Barak en mai 2000 se retire, et ça s'effondre. C'était l'armée du Liban Sud qui tenait cette zone de sécurité. Moi, j'arrive naïvement, un peu comme De Gaulle, je me prétends pas De Gaulle, mais qui écrit ça en 41. Il arrive au Proche-Orient où j'allais avec des idées simples vers l'Orient compliqué. Bref, et j'étais déjà en thèse, j'avais quand même bossé un peu dessus. J'arrive et je me dis on va passer et je vais rencontrer les chrétiens qui protègent Israël dans la LS. Et je vois effectivement des soldats arabes, parlant arabe, que je captais déjà un petit peu, en uniforme israélien. Alors je m'approche d'eux, on commence à discuter et je voulais savoir évidemment d'où ils étaient. Bien entendu, ces soldats qui protégeaient Israël étaient des soldats chiites. Merci. Merci encore.